pédopsychiatre. Et pédopsychiatre. Et vous êtes directeur de recherche à Paris-Ouest. Paris-Ouest, Nanterre, Paris 10, Nanterre. Et vous êtes aussi l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Une quarantaine même. Mon Dieu, j'en ai sauté 10, c'est beaucoup. Et 5 albums de bande dessinée. Voilà. Donc l'essentiel de votre travail porte sur 3 thèmes: les secrets de famille, les rapports à l'image et nos relations avec les nouvelles technologies. Vos livres, comme par exemple Tintin chez le psychanalyste, Tintin et les secrets de famille, et secrets de famille mode d'emploi, sont devenus des best-sellers. Vous avez même percé le secret de famille de l'auteur de Tintin, c'est-à-dire Hergé, rien qu'en analysant ses bandes dessinées. Comment en êtes-vous arrivé à écrire un ouvrage sur l'empathie, alors que l'air du temps est plutôt l'individualisme au chacun pour soi, et nous vivons dans un univers où tout le monde a peur de l'autre, a peur de perdre son emploi, a peur de perdre son argent. Bref, chacun veut se protéger de l'autre. Donc pourquoi vous semble-t-il important de remettre l'empathie au goût du jour? Tout le monde se rend compte aujourd'hui que, enfin pas tout le monde malheureusement, mais beaucoup de gens se rendent compte qu'il faut redéfinir les règles du vivre ensemble, et pas tout le monde malheureusement, parce qu'un certain nombre de politiciens surfent sur les inquiétudes de la population pour encourager à moins d'empathie. Mais tous les gens qui voient au-delà des élections se rendent bien compte qu'il faut aujourd'hui redéfinir les règles du vivre ensemble, que la concurrence effrénée qui se mène partout et qui est encouragée jusque dans les écoles va nous mener à une situation de plus en plus stressante, de plus en plus déstabilisante. Donc c'est important d'opposer à l'idéologie galopante actuelle, qui est l'idéologie de l'évaluation, de l'individualisation, de jouer les uns contre les autres. C'est très important d'opposer à cette idéologie une autre idéologie. Et il m'a semblé que l'empathie était une force importante qui était aujourd'hui largement sous-estimée, et surtout qui ne faisait pas l'objet de suffisamment d'attention du côté de la manière dont elle peut s'apprendre. Alors, comprenons-nous bien, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y ait moins d'empathie en France qu'il pouvait y en avoir en 1930 ou en 1870. Simplement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en 2010, nous savons à quoi mène le défaut d'empathie. Il y a quand même tous les grands massacres du XXe siècle, et quelques-uns même au début du XXIe, qui nous rappellent que le manque d'empathie conduit au massacre, que ne pas reconnaître certains autres humains comme des semblables mène tôt ou tard à leur refuser la qualité d'être humain, et cela mène tôt ou tard à les exterminer comme des objets. Donc la première raison pour laquelle j'ai voulu parler d'empathie, c'est qu'aujourd'hui nous savons où mène le défaut d'empathie. On ne pourra pas dire nous ne savions pas. Donc il faut en parler. Et puis la deuxième raison, c'est que l'empathie, comme je disais tout à l'heure, peut s'apprendre. On sait aujourd'hui comment elle peut s'apprendre, et nous serions impardonnables si nous ne le faisions pas. C'est pour ça que dans mon livre, j'accorde beaucoup d'importance à un travail que je fais maintenant depuis 2 ans et demi dans les écoles maternelles, où je forme des enseignants, et maintenant je forme des formateurs des enseignants des maternelles, pour que les enseignants des maternelles pratiquent dans leur classe, avec les enfants de 4, 5 et 6 ans, un jeu que j'ai appelé le jeu des 3 figures, qui est destiné à inviter les enfants à retrouver de la plasticité psychique, parce que déjà, si petits, ils en manquent, une plasticité psychique qui leur permet justement de se mettre au moins partiellement à la place de l'autre, et se mettant partiellement à la place de l'autre, développer la capacité d'empathie.
Donc le jeu des trois figures, c'est en fait un jeu de rôle très simple, très structuré. Ce n'est pas une activité d'expression, c'est fondamentalement une activité centrée sur l'exploration des identifications possibles. Et ce jeu a pour but, encore une fois, de permettre aux enfants de développer leur capacité d'empathie vis-à-vis des autres enfants, avec l'idée qu'après, ça sera gagné pour qu'en grandissant, ils continuent à développer de l'empathie par rapport à leurs camarades de collège, puis à leurs compagnons de travail. Mais aujourd'hui, comme beaucoup, je suis très préoccupé par l'espèce de toyotisation de toute la société. Dans les entreprises, les employés sont de plus en plus des ennemis pour leurs collègues. Et dans les écoles, la multiplication des procédures d'évaluation éloigne les enseignants d'activités pédagogiques fondamentales. Et vous avez vu qu'il est même question dans la circulaire Booker, c'est ça, son nom m'échappe à l'instant, mais donc une circulaire qui prévoit, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui prévoit non seulement que les enfants suspects de devenir de futurs délinquants soient repérés dès l'école primaire, mais cette circulaire prévoit même que ce soit les enseignants qui fassent ce dépistage. Comment voulez-vous qu'un enseignant qui a pour mission de dépister dans sa classe les futurs délinquants possibles continue à négocier avec ses enfants, à parler, à travailler avec ses enfants, comme s'ils n'avaient pas fait ce diagnostic. Demander à des enseignants de faire ce diagnostic, c'est inviter les enseignants à considérer comme déjà marginalisés, comme déjà irrécupérables, des enfants qui pourtant, à cet âge, ont encore une grande plasticité et encore la capacité de nous étonner et d'évoluer très différemment de ce qu'on aurait pu croire. Donc aujourd'hui, il y a tout lieu d'être inquiet de cette manière d'isoler chacun dans son poste de travail. Beaucoup d'inquiétude aussi par rapport aux évaluations. Donc voilà, il faut pousser une autre idée en avant. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a frappé parce que pendant que j'étais en train d'écrire ce livre, le Parti socialiste a parlé du CARE. Le CARE, c'est un mauvais habillage pour une bonne idée. Il aurait mieux valu que le Parti socialiste parle d'empathie. Mauvais habillage pour une bonne idée parce que le CARE, c'est un mot anglo-saxon qui n'est pas très facile à traduire et qui sonne mal aux oreilles. Le soin. Donc, mais l'idée est bonne, l'idée est qu'il faut inventer, il faut trouver une valeur qui puisse s'opposer à la dérive très dangereuse de notre société aujourd'hui, à cette tentation de beaucoup de politiques, d'ailleurs dans l'Europe entière, pas seulement en France, de surfer sur les inquiétudes des gens. Alors d'ailleurs, dans mon livre, j'accorde aussi beaucoup d'importance à la distinction que je n'ai pas inventée moi, mais qui me paraît fondamentale entre insécurité psychique et insécurité physique ou sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent de l'insécurité psychique, mais cette insécurité psychique ne peut pas être résolue avec plus de gendarmes dans les rues et plus de caméras de vidéosurveillance. C'est les politiciens démagogues qui disent cela. Cette insécurité psychique, il faut la prendre en cause. Il faut d'autant plus la prendre en cause, comme je le montre dans mon livre, l'insécurité psychique est un grand ennemi de l'empathie. C'est-à-dire quand on est insécurisé, quand on manque de repères, quand on craint pour son emploi, pour son appartement, eh bien on ne peut pas courir le risque de se laisser aller à l'empathie. On résiste contre l'empathie. L'insécurité psychologique est un ennemi de l'empathie. Et le problème, c'est que le remède que proposent les gouvernants, à savoir gendarmes et caméras de vidéosurveillance, c'est un obstacle de plus à l'empathie. C'est-à-dire que la réponse au défaut, la réponse à l'insécurité psychologique, qui a des vraies causes, mais qui ne sont pas de l'ordre de la sûreté publique, la réponse à l'insécurité psychologique qui réduit la capacité d'empathie va dans le sens de la réduire encore plus. Ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est que vous dites de l'école, c'est la même chose qui a commencé dans les hôpitaux avec ce mouvement zéro de conduite. Oui, pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans, effectivement, mais c'est ce qui revient aujourd'hui. On s'est opposé très fort à l'idée de tester les jeunes enfants, parce que les enfants peuvent évoluer très vite, d'abord, et puis aussi parce que les tester, c'est courir le risque de les stigmatiser. D'ailleurs, mon idée de lancer une formation au jeu de rôle auprès des enseignants des maternelles, elle est partie de là, puisque d'abord j'avais appelé cette activité
le plan B des maternelles, c'est-à-dire le plan B de l'INSERM, pardon. Ça voulait dire que je voulais opposer au plan de l'INSERM qui prévoyait de dépister et d'envoyer en thérapie, un autre plan qui propose d'aider tout le monde sans stigmatiser personne. Les enseignants, dans l'activité que je propose, ont chaque semaine une activité de jeu de rôle avec les élèves de leur école en 4, 5, 6 ans. Et dans cette activité, ils ne doivent surtout pas prendre des notes pour savoir comment se comporte tel ou tel élève, comment il évolue, s'il présente des risques éventuels d'évolution vers la délinquance. Surtout pas. L'enseignant propose une activité qui aide tous les élèves, aussi bien ceux qui ont tendance à se percevoir comme victimes que ceux qui ont tendance à se percevoir comme agresseurs. Cette activité aide tous les élèves et ne stigmatise personne. Vous avez évoqué les massacres du XXe siècle. Pourtant, dans votre livre, vous décrivez, très bien d'ailleurs, que l'empathie est quelque chose profondément enraciné dans l'espèce humaine et qui se développe par le lien entre la mère et l'enfant. Alors, comment expliquez-vous cette disparition parfois complète dans notre histoire humaine de l'empathie pour céder la place à la cruauté et au sadisme? Voilà. Alors, c'est toute l'extraordinaire complexité de l'empathie. Et j'avoue que pendant que j'écrivais mon livre, le travail de l'éthologue Franz de Waal a été traduit en français. Et ce livre m'a permis de beaucoup avancer. Alors, que dit Franz de Waal? Franz de Waal dit l'être humain est capable d'une empathie extraordinaire, sans commune mesure avec celle des animaux, mais les animaux sont déjà capables d'empathie. Et Franz de Waal nous dit deux choses importantes. Il nous dit l'être humain a une capacité d'empathie beaucoup plus importante que les animaux, ça n'y a pas de surprise, mais il nous dit l'explication, c'est que l'être humain est un prématuré, c'est-à-dire que le petit être humain a besoin d'être nourri, entouré, réchauffé par son adulte de référence bien plus longtemps que toutes les autres catégories d'animaux. Et Franz de Waal nous dit, c'est dans cette grande proximité entre le bébé et traditionnellement la mère, la génitrice, c'est dans cette grande proximité que l'être humain apprend toute la finesse des relations empathiques. Alors c'est toute la complexité de l'empathie. Pendant que j'écrivais mon livre, il y a un ouvrage qui a été traduit de l'américain qui m'a beaucoup aidé, c'est l'ouvrage de l'éthologue Franz de Waal. Et Franz de Waal insiste sur deux choses. D'abord, il insiste sur le fait que les femmes seraient douées de plus d'empathie que les hommes, et il attribue ça au fait que les femmes, traditionnellement, les femelles s'occupent des bébés. Et puis, la deuxième chose importante qu'il dit, c'est que c'est dans la proximité, justement, mère-bébé, que non seulement les mères développent l'empathie, mais aussi les bébés. Et que dans l'espèce humaine, comme le bébé humain est très prématuré à la naissance, beaucoup plus que les bébés animaux, la période de grande proximité mère-bébé est beaucoup plus importante dans l'espèce humaine que dans toutes les autres espèces. Et donc, du coup, l'être humain est doué d'une capacité d'empathie beaucoup plus fine, subtile, riche, etc. Donc ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que dans cette relation mère-bébé, de grande proximité mère-bébé, il n'y a pas seulement l'empathie qui se développe, il y a aussi l'angoisse de l'intrusion, l'angoisse d'être contrôlé, d'être dirigé, et pour le bébé, l'angoisse d'être dirigé dans ses comportements, mais même dans son intérieur, puisque la mère s'occupe des soins corporels du bébé, elle règle les entrées et les sorties, l'alimentation, l'excrétion, et donc le bébé vit très tôt l'angoisse d'être contrôlé totalement par cette personne qu'il aime tellement et qui s'occupe de lui. Et donc le bébé très tôt va alterner des moments où il va s'abandonner à l'empathie et des moments où il va au contraire se retirer de l'empathie, manifester son opposition, manifester son désir de se refermer à la capacité maternelle d'entrer en lui. Et donc c'est comme ça que l'être humain va à la fois dans les premiers mois et les premières années de sa vie développer une extraordinaire capacité d'empathie et développer en même temps une extraordinaire capacité à pouvoir retirer son empathie sous l'effet de l'inquiétude d'être manipulé et aussi sous l'effet du désir de manipuler, puisque la meilleure défense c'est encore l'attaque et la meilleure manière de lutter contre le danger d'être contrôlé par autrui, c'est évidemment de le contrôler autrui avant même qu'autrui cherche à nous contrôler. Donc vous voyez, c'est dans cette grande proximité que s'établissent à la fois l'empathie et son pire ennemi, qui est le désir d'emprise. Alors, comment se fait-il que ça devient un phénomène de masse? Et il y a une sorte de contagion selon les périodes.
dans le nazisme, vous avez vu, les gens aussi cultivés que les Allemands sont devenus d'une cruauté absolue avec les Juifs. C'est l'étiquetage là qui intervient. Toutes les dictatures ont pour vocation de désigner une catégorie de la population à la vindicte publique. C'est pas par hasard. Tous les gouvernements qui sont portés à vouloir augmenter l'emprise sur leur population, ce qui est le propre d'une dictature, tous ces gouvernements ont besoin de détourner l'angoisse d'être manipulés des populations vers une cible. Que disent les dictateurs? Ils disent toujours vous avez l'impression qu'on veut vous contrôler, c'est vrai. Le gouvernement est là pour vous protéger, mais il y a une catégorie de la population, ça peut être les Juifs dans l'Allemagne nazie, ça peut être les Roms, ça peut être les Indiens dans d'autres régions du monde, les intouchables. Mais il y a toujours l'idée que pour faire accepter son emprise, un totalitarisme a toujours besoin de désigner un bouc émissaire comme étant celui qu'il faut craindre. C'est-à-dire vous êtes inquiet, vous avez raison, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes inquiet. Moi, je vais vous le dire, dit le dictateur, c'est parce qu'il y a telle catégorie de la population qui nous infiltre, ou qui a des contacts privilégiés avec nos ennemis héréditaires, ou il y a telle catégorie de la population qui fraude la sécurité sociale, qui détourne notre argent, qui vole nos maisons, voilà. Et donc, toujours, les gouvernements qui ont une tendance totalitaire désignent une partie de la population comme une partie dont il faut se méfier et qu'il faut éventuellement exclure, et un degré de plus qu'il faut exterminer. N'oubliez pas que dans l'Allemagne nazie, l'expulsion des Juifs a d'abord été le mot d'ordre principal. La solution finale n'est venue que longtemps après. Pendant très longtemps, l'idée c'était de les envoyer à Madagascar ou dans d'autres pays. Ce n'est pas l'extermination. Mais la logique de la stigmatisation risque de conduire tôt ou tard, si la situation s'y prête, à une logique d'extermination. Vous pouvez nous dire quelle est la différence entre l'empathie et les mots un peu qu'on confond facilement avec l'empathie, la sympathie par exemple, la compassion? Oui, alors le mot, on ne définit jamais aussi bien un mot que lorsqu'on l'oppose à d'autres mots qui disent ce qu'il n'est pas. Alors l'empathie n'est pas la compassion, l'empathie n'est pas la sympathie. Alors d'abord, l'empathie n'est pas la sympathie. Pourquoi? Parce que dans la sympathie, il n'y a pas seulement le fait d'approcher le monde intérieur de l'autre, de l'apprivoiser, il y a aussi le fait d'y adhérer. Je vous donne un exemple simple. Si je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est très content parce que, par exemple, il arrive depuis des années à frauder le fisc, l'attitude sympathique consistera à lui dire « ben dis donc, je comprends que tu sois heureux, ben, je me réjouis avec toi de ce bon coup que tu as fait à nos percepteurs ». Ça, c'est la sympathie. Mais dans l'empathie, on peut dire « je comprends que tu sois content, mais je ne partage pas ce choix que tu as fait ». C'est-à-dire que dans l'empathie, on peut à la fois comprendre le monde intérieur de l'autre et ne pas y adhérer. C'est la grande force de l'empathie, c'est qu'on comprend mais on n'adhère pas. C'est pour ça d'ailleurs que le tout petit bébé qui est tellement proche de son adulte de référence n'éprouve pas vraiment d'empathie pour son adulte de référence, plutôt de la sympathie. C'est le petit bébé qui imite tout ce que fait son adulte de référence, qui parle comme lui, qui bouge comme lui. Eh bien, il n'est pas dans l'empathie, même s'il éprouve les mêmes émotions que son adulte de référence, il est dans la sympathie parce qu'il n'a pas le recul suffisant pour faire la différence entre ce que son adulte de référence éprouve et ce que lui-même éprouve. Donc, vous voyez, dans l'empathie, il y a une part de sympathie, mais il n'y a pas que de la sympathie, il y a aussi le fait de pouvoir faire la différence entre soi et l'autre. Et puis l'empathie n'est pas la compassion non plus, puisque la compassion est essentiellement tournée vers les émotions négatives, difficiles, pénibles. La compassion, c'est un peu le parallèle de la sympathie, c'est-à-dire qu'on éprouve de la souffrance avec celui qui souffre. Mais il faut bien voir que cette empathie pour la souffrance de l'autre mène rarement à des comportements qui tentent à aider l'autre. Il y a eu des enquêtes de fait récemment sur les situations de violence scolaire. Un enfant ou 2 ou 3 enfants en agressent un troisième. Eh bien, il a été montré que beaucoup des élèves qui sont autour de cette situation d'agression éprouvent de l'empathie pour la victime, ou plutôt elles éprouvent de la compassion parce qu'elles ne bougent pas. C'est-à-dire qu'elles sont peinées, elles souffrent pour la victime, mais elles ne bougent pas. Et la véritable empathie, à mon avis, c'est lorsqu'on souffre pour la victime et qu'on bouge.
c'est-à-dire au moment où on fait bien la différence entre la victime en situation de victime et soi-même en situation de témoin susceptible d'intervenir, au moins verbalement. Ça, c'est l'empathie. Mais beaucoup, dans situation d'agression, beaucoup de gens peuvent s'identifier à la victime et éprouver de la compassion pour elle, ça ne les fera pas bouger pour autant. La grande difficulté aujourd'hui autour de la question de l'empathie, c'est pas de faire en sorte que moins de gens, ou pas de faire en sorte que plus de gens participent à la souffrance de leurs proches. C'est de faire en sorte, c'est important, mais l'important c'est aussi de faire en sorte que éprouver de la souffrance pour les proches mobilise un certain nombre de schémas mentaux, un certain nombre de repères comportementaux, un certain nombre de programmes d'action qui fassent que cette empathie aboutisse à des comportements d'assistance, de réparation, d'entraide. Souvent, ce qui manque aux gens, ce n'est pas le fait d'éprouver la souffrance de la victime, c'est le fait d'avoir un modèle intérieur qui leur permette d'intervenir en faveur de la victime. Croyez-vous que les nouvelles technologies, avec les blogs, les jeux vidéo, avec les sites de rencontres, avec la possibilité de contacter les gens à l'autre bout de la planète, est-ce que vous croyez que ces nouvelles technologies peuvent développer en quelque sorte l'empathie entre les gens, entre les citoyens? Il y a quelques années en Angleterre, les nouvelles technologies ont été accusées, c'est pas les nouvelles technologies, c'était les jeux vidéo, ont été accusés de réduire la capacité d'empathie, sous prétexte que dans les jeux vidéo, il n'y avait pas vraiment de relation intersubjective, d'humain à humain, tout était médiatisé par des figurines, des avatars. Mais on s'aperçoit en fait que tout est une question d'usage. Et il y a des manières d'aller sur Internet, des manières de jouer aux jeux vidéo qui réduisent la capacité d'empathie. Il y a des manières d'aller sur Internet, de jouer aux jeux vidéo qui peuvent accroître la capacité d'empathie. Je crois que dans tous les cas, un élément distinctif important, c'est la place qu'on fait au contact dans la vie réelle par rapport au contact virtuel. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont beaucoup de contacts dans le virtuel et beaucoup de contacts dans le réel. C'est notamment le cas des adolescents qui sont beaucoup dans le virtuel le soir et la nuit et qui sont beaucoup dans la réalité avec leurs camarades la journée. Et puis il y a au contraire des gens qui utilisent un peu le virtuel comme un moyen de justifier qu'ils aient peu de contacts réels. Mais finalement, c'est pas trop le défaut d'empathie, c'est pas trop l'utilisation des nouvelles technologies qui entraîne le défaut d'empathie. On devrait plutôt dire que c'est les gens qui ont de la difficulté à établir des relations empathiques, qui se protègent à travers l'écran et qui cherchent à médiatiser leurs relations par un écran. L'écran joue en quelque sorte le rôle de parexcitation, c'est-à-dire qu'on n'est jamais ému autant par quelqu'un à travers un écran qu'en réalité. Les situations réelles mobilisent plus d'émotions. L'écran, c'est un par-excitation. Donc beaucoup de gens ont besoin de ce par-excitation, mais ce n'est pas ce par-excitation qui réduit leur empathie, même si ça peut arriver dans des cas très, très limites, mais c'est parce que ces gens ont de la difficulté à assumer leur empathie dans des relations réelles, parce qu'ils craignent d'être manipulés, par exemple, et bien du coup, ils utilisent l'écran, parce que là, ils se sentent mieux protégés. Si on a l'impression d'être manipulé par quelqu'un à travers un écran, on peut arrêter la communication tout de suite. Quand on est dans un café, quand on est chez des amis, c'est plus compliqué. Il y a des procédures de départ qui sont codifiées et qu'il faut respecter. C'est parfois beaucoup plus difficile. Donc oui, il y a une utilisation possible des nouvelles technologies qui peut contribuer à réduire l'empathie, mais c'est déjà chez des gens qui se protègent de leur empathie en utilisant les nouvelles technologies.